proposition de loi destinée à réguler les locations Airbnb. Bruno Le Maire qui l'a dit, il veut durcir le régime des locations saisonnières sur Airbnb. Comme Airbnb, cette fois, c'est la ville de New York qui s'y attaque. Serait-ce la fin pour Airbnb ? Alors oui, je sais, je pose la question comme ça sans prévenir, mais il se trouve que le ciel s'assombrit autour de la plus grosse plateforme du monde dédiée à la location de vacances entre particuliers. En une poignée d'années, cette idée géniale, lancée juste après la crise des subprimes aux États-Unis, est devenue l'objet de toutes les attentions politiques et les autorités du monde entier lui ont déclaré une guerre farouche. Quand Airbnb a vu le jour, il répondait à un vrai besoin populaire. Et 15 ans plus tard, il a totalement renversé les pratiques commerciales et les habitudes de voyage, mais aussi l'investissement immobilier locatif. Devenu gigantesque, c'est un boulet pour les municipalités du monde et ses activités sont pointées par tous les doigts, accusées de provoquer des pénuries de logements et des hausses de prix. En France aussi, rien qu'à Paris, on décompte des dizaines de milliers de logements uniquement réservés aux 9 millions de visiteurs qui se pressent dans la capitale chaque année. Et de Bordeaux à Nice, Lyon, Versailles, Strasbourg ou Nîmes, partout, les mairies prennent des mesures pour réglementer ces locations court terme qui causent de vraies crises immobilières locales dans les quartiers touristiques. Mais Airbnb, ce n'est pas qu'un simple site de petites annonces, c'est aussi devenu une énorme machine cotée au Nasdaq, valorisée à près de 95 milliards de dollars et un modèle innovant qui a favorisé la naissance de nombreux business. Et plus inquiétant, on dit aussi que c'est devenu un paradis pour les arnaques en tout genre et que sa fin approche. Dans cette vidéo, pas d'image en noir et blanc comme on aime à vous en partager d'habitude, je ne remonterai pas bien loin dans le temps et c'est en couleur que je vais vous raconter comment 2 étudiants en galère ont pris le pouvoir sur le marché de la location de vacances et comment leur application collaborative a bouleversé les secteurs hôteliers et immobiliers jusqu'à échapper à tout contrôle et mettre des millions de gens en difficulté. Mais juste avant, je me permets un petit rappel de la part de l'équipe de Money Radar. Pensez à vous inscrire à notre newsletter garantie 100% intelligence naturelle et sans spam. Chaque semaine, elle vous donne des nouvelles des marchés et vous propose des actions, des cryptos et des outils pour mieux gérer votre argent. Ne vous en privez pas, elle est gratuite. Au départ, Airbnb est parti d'une idée simple et sympa qui consistait à proposer des hébergements chez l'habitant dans des zones où l'offre hôtelière était saturée ou trop chère. Nous sommes en 2007. Brian et Joe, 2 copains, 2 designers qui vivent en coloc à San Francisco, ont du mal à payer leur loyer comme beaucoup d'Américains. Pour leur éviter les problèmes, l'idée leur vient de rentabiliser une partie de leur appartement en proposant des hébergements de dépannage. Les conférences s'enchaînent à San Francisco et tous les hôtels des environs sont régulièrement surbookés, autant d'occasions pour les 2 futurs associés de tester leur idée. Ils publient une première annonce et reçoivent chez eux 4 participants qu'ils logent sur des matelas gonflables et à qui ils offrent le petit déjeuner pour $80 la nuit. De là viendra le nom de Airbnb pour Air Bed and Breakfast. Ils ne fournissent aucun autre service et les invités doivent faire eux-mêmes leur chambre, mais c'est 3 fois moins cher que dans un hôtel et surtout, ils ont un toit sur la tête. Cette première opération est un succès, elle finance leur loyer, non seulement leur idée est utile, mais en plus elle est rentable, et Brian et Joe savent qu'ils tiennent quelque chose. Ils parviennent à convaincre un 3e participant, Nathan, qui a pour principale qualité d'être milliardaire et grand propriétaire immobilier. Ensemble, le 11 août 2008, ils lancent la première plateforme de location de vacances entre particuliers, en grande partie grâce aux biens de Nathan. 2 ans plus tard, le site emploie 15 salariés, abrite 500 annonces et compte 10 000 utilisateurs. Brian, Joe et Nathan lèvent $7 millions pour développer une nouvelle application et s'exporter en dehors des États-Unis. En 2011, Airbnb obtient $120 millions de plus et traverse enfin l'Atlantique. Les Allemands et les Anglais découvrent une alternative intéressante pour se loger en voyage face à des hôtels bondés ou hors de prix et une nouvelle façon d'exploiter un bien immobilier beaucoup plus rentable qu'un bail classique. Le succès est immédiat. Toutes les personnes qui disposent d'un logement d'appoint, d'une pièce inutilisée, d'une dépendance aménagée, puis d'un appartement ou d'une maison, voire d'un immeuble complet, d'un château ou d'une péniche, peuvent dorénavant les proposer très facilement à la location pour un jour ou quelques mois et arrondir leur fin de mois. Airbnb prélève une commission sur chaque réservation, des frais d'assistance de 3% du côté des propriétaires. Les voyageurs, eux, peuvent être amenés à dépenser 12% de plus en fonction des services fournis par leur hôte, mais dans l'ensemble, un Airbnb reste moins cher qu'un hôtel et le système est très vite adopté au Portugal, en France, en Italie et aux Pays-Bas. En 2015, Airbnb lève $20 milliards et change d'échelle. Avec des hôtes dans 30 000 villes et dans 192 pays, des centaines de millions de clients partout dans le monde et 1,5 milliard de réservations en 2019, ce qui au départ n'était qu'une solution de dépannage s'est transformé en machine de guerre.
Mais quand elle fait son entrée à la bourse de New York en 2020, il était temps. La pandémie a fait chuter le tourisme et les activités ont reculé de 34% en 2020. Airbnb a dû licencier un quart de son personnel et lever 2 milliards de dollars en urgence. Malgré ça, l'IPO se déroule comme prévu quelques mois plus tard et encore une fois, c'est un succès. Dès la fin de la première journée de cotation, l'action a bondi de 115% et la société est valorisée à 100 milliards de dollars. L'incident Covid est vite effacé. Après une année 2022 exceptionnelle, on attend maintenant 9,8 milliards de chiffre d'affaires en 2023 et un bénéfice de 5 milliards et demi de dollars, sans compter que Airbnb est assis sur une montagne de cash, un trésor de près de 8 milliards et demi de dollars. Et en fait, ça tombe plutôt bien parce qu'elle va en avoir besoin. Les ennuis chez Airbnb ont commencé il y a déjà quelques années quand ses dimensions ont explosé et leur nombre a augmenté en même temps que sa croissance délirante. À ses débuts, quand elle n'était encore qu'une application assez discrète, Airbnb était plus une sorte de réseau social spécialisé, fréquenté par des gens responsables et animé par le même sens du service et de l'accueil. Mais aujourd'hui, avec 41 millions d'utilisateurs et des centaines de millions de réservations chaque année, impossible de contrôler la qualité de chaque logement ou de chaque visiteur, ou même de vérifier la sincérité des informations fournies par les utilisateurs les moins scrupuleux. Conséquence, les premières histoires sordides vécues par des propriétaires ou des visiteurs apparaissent et se multiplient sur le net plus vite qu'une famille de punaises de lit sur un matelas. 2013 marque la naissance du site Airbnb Hell, ou en français l'enfer Airbnb, qui recense, comme son nom l'indique, toutes les mauvaises expériences vécues par les utilisateurs de la plateforme, mais les témoignages sont partout. Entre invités ivres ou toxicomanes, qui abandonnent leurs détritus, cassent ou salissent, et les fêtards qui ne respectent ni les voisins, ni l'environnement, ni la pudeur parfois, les histoires de propriétaires désabusés et abandonnés par Airbnb ne manquent pas de piquant. De leur côté, les invités parlent de fausses annonces avec des biens qui ne correspondent pas aux photos, de propriétaires menaçants, d'équipements encrassés, de sanitaires non fonctionnels, d'absence d'électricité, de linge douteux, de la présence non prévue d'animaux ou pire, d'autres invités dans la maison. C'est un fait, les abus se multiplient et la qualité des biens proposés sur la plateforme est devenue très inégale. L'ennui, c'est qu'en cas de problème, malgré les 3% de frais d'assistance et une communication axée sur une protection de ses hôtes 24 heures sur 24, Airbnb n'intervient pas, n'offre aucun support et laisse ses clients se débrouiller seuls quand ils ont besoin d'aide. Avec ça, pas étonnant que la plateforme trône en tête du classement des plus mauvais services sur Google Play, App Store ou les sites de rating comme Trustpilot, où plus de 2500 utilisateurs ne lui accordaient pas plus d'une étoile. Bon, ok, la qualité baisse, mais Airbnb ne fait pas que des malheureux. Avec des rentabilités supérieures de 150 à 300% comparé à un bail de location classique, certains esprits malins ont très tôt eu l'idée d'en faire un business plutôt lucratif. Petit à petit, s'est développée une nouvelle classe de propriétaires qui a professionnalisé l'utilisation d'Airbnb et qui s'est mise à acheter des biens uniquement pour les louer aux touristes. Pour les accompagner, des sociétés spécialisées se sont montées et des applications ont été développées, faisant d'Airbnb un placement tendance, un actif sûr et très rentable. En 2019, 50% des hôtes proposent au moins 2 hébergements, 5 en moyenne, et beaucoup en ont fait leur principale source de revenus, et c'est aussi ce qu'on lui reproche. D'abord, l'offre immobilière se tend fortement dans les quartiers ou les villes touristiques les plus concernées, ce qui provoque une hausse des prix que les populations locales ne peuvent pas suivre. Plus rien à louer et plus rien à vendre. Elles sont invitées à aller chercher à se loger ailleurs pendant que des quartiers entiers se vident complètement à la morte saison. Autre conséquence, le marché du logement touristique étant toujours en pénurie d'offres, les prix sur la plateforme ont aussi tendance à augmenter, les commissions avec, ce qui place aujourd'hui Airbnb quasiment au même prix qu'un hôtel, les services en moins. Pour les hôteliers qui subissent la montée en puissance du site américain depuis son lancement, c'est une excellente nouvelle. Cela signifie que cette concurrence déloyale va enfin pouvoir peser moins lourd sur leurs activités et c'est le moment rêvé pour contre-attaquer. Prenons l'exemple de la France, 400 000 logements sur 19 000 communes, dont plus de 90 000 à Paris, c'est le plus gros spot mondial de location Airbnb. Pour se défendre, les hôteliers français se sont organisés et ont fait appel aux législateurs. Dès 2015, les syndicats ont exigé plus de restrictions, des obligations de déclaration, une limite sur les durées de réservation de 7 jours minimum ou encore l'obtention d'un accord des copropriétaires avant de pouvoir mettre un bien en ligne. Ils demandent aussi une harmonisation de la fiscalité. Même si certains hôtes sont clairement identifiés comme professionnels sur la plateforme, la fiscalité est beaucoup moins lourde que celle supportée par un gérant du Club Med. Chez nous, le statut privilégié de loueur de meublés touristiques au régime micro bénéficie d'un abattement de 71% pour le calcul de son impôt sur les revenus fonciers, alors qu'en face, les hôteliers payent leur facture fiscale plein pot. TVA, impôt sur les sociétés, taxes foncières et impôt sur leurs propres revenus. Mais ce n'est pas tout. Les professionnels du tourisme attendent aussi plus de contrôle de la part des autorités pour traquer les fraudeurs, ceux qui louent sans déclarer. Et ça, justement, ça pose problème.
Depuis sa création, face aux demandes des autorités, Airbnb reste inflexible et se cache derrière la loi. Les données de ses clients sont privées et il n'est pas question de les communiquer à qui que ce soit. Comme on n'est pas en Chine, il n'existe pas de moyen direct de l'obliger à coopérer, mais en cherchant bien, on trouve des solutions. D'abord, quelques initiatives existent comme le site Inside Airbnb qui permet d'obtenir quelques grandeurs statistiques, mais les données sont limitées et on n'y trouve aucune information nominative. La vraie solution, c'est la réglementation. Face à la grogne, au manque à gagner fiscal et aux tensions sur les marchés immobiliers, quasiment toutes les autorités de toutes les villes du monde se sont penchées sur le cas d'Airbnb. Depuis 2016, la ville de Berlin a déclaré hors la loi tout propriétaire qui souhaite louer sur la plateforme autre chose qu'une chambre dans sa propre résidence principale, et pareil à San Francisco d'où tout est parti, et où la municipalité limite le taux d'occupation des propriétés Airbnb à 70% des propriétés qui doivent être déclarées en mairie. À New York, où 10 000 logements sont concernés, il est maintenant interdit de louer à plus de 2 personnes en même temps, et comme à Berlin, l'hôte doit obligatoirement vivre sur les lieux. Toutes les villes du monde s'y mettent. À Paris, en 2015, on a dégainé l'arme ultime, celle que le monde entier nous envie, l'administration. On espère que les formalités à remplir pour pouvoir louer un bien parviendront à décourager un grand nombre de propriétaires attirés par la simplicité du processus Airbnb. Si vous en faites partie, sachez que l'inscription en mairie est désormais obligatoire, qu'il faut déclarer votre bien au fisc et à l'office du tourisme pour la taxe de séjour, et vous devez aussi obtenir un numéro d'enregistrement unique. À partir de 2018, les nuitées sont limitées à 120 par an et malheur à ceux qui ne respectent pas les règles, ils risquent 25 000 à 50 000 euros d'amende. Mais la responsabilité d'Airbnb aussi est engagée et en 2019, Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui refuse de voir sa ville transformée en musée à ciel ouvert, lui réclame près de 12,5 millions d'euros pour non-respect de ses obligations déclaratives. Et après l'arme administrative, l'arme fiscale. On l'a vu tout à l'heure, les loueurs des meublés touristiques sont soumis au régime du microbic et bénéficient d'un abattement de 71%. Concrètement, ça veut dire que quand ils encaissent 10 000 euros de loyer annuel, ils ne sont imposés que sur 2 900 euros. Les autres loueurs de meublés non touristiques n'ont droit qu'à 50% d'abattement et les loueurs de logements vides à 30%. Mais la fête est terminée. Le dernier projet de loi de finances pour 2024 veut mettre fin à une niche qui n'a pas de sens, comme l'a rappelé notre ministre Bruno Le Maire. Il contient un amendement présenté le 10 octobre dernier qui met tous les loueurs de meublés au même niveau, 40% d'abattement pour tout le monde. Et face au comportement d'Airbnb qui se cache toujours derrière le RGPD pour ne pas coopérer avec les autorités, il n'y a aucune raison qu'elle lui fasse de cadeau. En 2021, la plateforme se retrouve poursuivie devant la justice pour avoir conservé des annonces illégales sur son site, à la clé, 8 millions d'euros réclamés par Paris. Pendant ce temps, en Italie, la plateforme est devenue quasiment illégale et c'est 621 millions de dollars d'arriérés d'impôts que le fisc italien l'invite à rembourser dès que possible. Les plaintes tombent un peu partout et pas seulement en Europe. Le département du Trésor américain demande 91 000 $ pour violation des sanctions contre Cuba et une enquête est ouverte pour la présence de biens disponibles dans les colonies israéliennes en Cisjordanie, considérées comme illégales en vertu du droit international. Décidément, une tuile ne tombe jamais seule. Évidemment, Airbnb ne se laisse pas faire et l'Américain a décidé de se battre pour conserver l'Europe, son plus gros marché. Pour tenter de contourner les lois locales, il est monté un cran au-dessus et a fait appel à l'arbitrage de Bruxelles. Ça tombe bien, au même moment, les États membres se réunissaient pour décider d'une réglementation commune à la location de biens touristiques. Mais pas de chance, et des centaines de milliers de dollars de dépenses de lobbying n'y ont rien changé. En juillet 2022, l'Union s'accorde sur une intensification de la surveillance, avec la création d'un numéro d'enregistrement unique auprès des autorités européennes pour tous les hôtes, qui devra obligatoirement figurer sur les annonces et qui oblige Airbnb à ouvrir indirectement un accès à ces données. Malin, non ? Alors, que va-t-il se passer maintenant ? À l'heure où nous réalisons cette vidéo, les résultats sont bons, la croissance est là, et les prévisions internes d'activité jusqu'en 2027 restent plutôt optimistes. D'ailleurs, le titre a rebondi de 15% depuis l'annonce des derniers résultats trimestriels. Ainsi, chez D.A. Davidson et chez HSBC, on est très enthousiastes. Les deux banques estiment que les difficultés sont passagères, que Airbnb va réussir à s'adapter, et on garde un œil sur l'objectif de cours de 152 $. D'un autre côté, nous avons ceux qui savent que 10 ans de dérive ont un prix, et de Morgan Stanley jusqu'à la Wells Fargo, on conseille de rester à l'écart, voire de vendre, avec un objectif de cours au plus haut de 105 $. Mais alors qu'elle était restée neutre jusqu'à maintenant, la Barclays est venue donner le coup de grâce le 12 décembre dernier. Dans son communiqué, elle revoit sa position et conseille de vendre, et estime le titre à 100 $ avant le prochain printemps, face à une demande qui s'épuise et des restrictions qui vont se généraliser partout. Alors, comment savoir qui a raison ?
Facile, il n'y a qu'à faire comme Brian et Joe. Vous vous souvenez de Brian et Joe, les galériens qui proposaient un lit gonflable et un petit déjeuner pour 80 $? Ils dirigent toujours leur bébé. Évidemment, ils n'ont plus de soucis pour payer leur loyer, vu que depuis, ils sont devenus milliardaires et Brian est toujours le premier actionnaire d'Airbnb, aux côtés de grands noms comme Vanguard, BlackRock et State Street. Eh bien, vous apprendrez que Brian et Joe n'en finissent plus de vendre leurs titres depuis le début de l'année, avec une liste impressionnante d'ordres recensés par la SEC depuis le 3 octobre dernier, 287 exactement, pour plus d'1,5 milliard de dollars. Et vous vous souvenez de Nathan, le troisième larron? Lui aussi, il vend. Avouons qu'il y a plus positif comme signal. Alors, est-ce la fin d'Airbnb? Probablement pas, mais la fin de son actuel modèle tentaculaire certainement. Le site vedette chez les travelers va devoir se repenser, obligé par la loi à revenir à ses fondamentaux, un lit gonflable installé dans un coin et un petit déjeuner avec l'habitant. Il faut s'attendre à ce que l'offre se réduise dans beaucoup de villes et avec elle le flux de ses revenus, probablement d'un tiers qu'Airbnb ne pourra pas compenser par des hausses de prix. Il entraîne avec lui ses plus gros concurrents comme Booking et Abritel, mais capitalise sur sa position dominante, sa taille et ses moyens pour offrir des avantages que les autres n'offrent pas. Et puis ce n'est pas si mal finalement, c'est l'occasion de reprendre une taille humaine, de se débarrasser des éléments qui jusqu'à maintenant ont nui à son image ou à son fonctionnement, et pourquoi pas cette fois, soyons fous, de tenir ses promesses. Comptez sur nous pour surveiller les mésaventures d'Airbnb, ici sur la chaîne, ou bien sur nos autres réseaux, car nous n'en sommes qu'au début. De mon côté, je suis assez impatiente de savoir quel sera l'effet des dernières annonces sur la vie du titre, et en particulier sur les portefeuilles des 7 baleines qui se partagent un quart de son capital. Si vous avez déjà vous-même testé les services d'Airbnb, n'hésitez pas à nous raconter vos expériences les plus cocasses dans les commentaires. Et si vous avez juste envie de me faire savoir que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la, ça nous fait très plaisir. Il me reste à vous remercier une nouvelle fois pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. C'était Money Radar.